en mode trinquons pour la France. Mon père avait ce défaut de pas vraiment bien s'entourer. Ça fonctionne encore. Salut tout le monde, bienvenue chez Mican. Aujourd'hui on reçoit Alexandre Escudé. Il est petit-fils d'un routier. La société est devenue plateforme de logistique. Ça existe depuis 1933. On vous emmène à la découverte d'un groupe isérois pas comme les autres, avec un garçon pas comme les autres. Santé. Santé. On trinque à quoi alors aujourd'hui? Je vais dire plutôt la France. Parce que je trouve qu'on est dans le game en ce moment, voire depuis quelques semaines, quelques mois. Et comme je suis plutôt optimiste, je vais plutôt trinquer à la France. Ça veut dire quoi dans le game? Bon, avec le monde politique qui nous gouverne, je pense qu'on n'est pas tiré vers le haut. Ouais. On a la chance d'être dans une région quand même dynamique, contrairement à d'autres régions. Et même en étant dans une région dynamique, c'est compliqué. On voit avec récemment Tesser, avec les usines Bonpertuis, qui étaient également des usines historiques de la région. Donc on va dire que non, aujourd'hui je serais plutôt en mode trinquons pour la France. Bon, et santé alors. Bah écoute, on va se la souhaiter. Toi, tu as grandi dans une famille qui a construit une entreprise. Ça, c'est pas un parcours de vie, c'est pas banal comme situation. À quel âge tu l'as analysé cette situation? À quel âge tu as compris que tu faisais partie d'une famille pas comme les autres et avec peut-être des responsabilités à assumer plus tard? Alors franchement, déjà, je pense que j'avais depuis tout jeune un profil pas comme les autres. Puisque depuis tout jeune, j'écrivais, je crois qu'en CE1, que mon objectif dans la vie était de devenir PDG des transports Escudé, puisque c'était la société familiale. Donc c'est quoi? C'est dans les rédactions un petit peu thème libre, dans les présentations de début d'année? Moi, je veux être patron. Alors, je ne l'ai pas écrit comme ça. En fait, elle a retrouvé un devoir de classe où le professeur demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et effectivement, j'avais déjà écrit devenir PDG des transports Escudé, ce qui voulait dire président, directeur général. Mais tu savais ce que ça voulait dire à l'époque, être PDG? Parce que j'accompagnais beaucoup mon père en déplacement. On avait école le samedi matin à l'époque. Et il me faisait sauter l'école pour l'accompagner, parce qu'à l'époque, on visitait aussi des usines le samedi matin qui produisaient. Et je ne sais pas, comme je suis le premier petit-fils, j'ai le prénom composé avec René dans mon prénom, puisque mon père s'appelait René Jacques et mon grand-père René. Donc je pense que j'ai eu ça, et j'ai ça dans le sang. On en parle du grand-père, 1933, qui fonde les transports Escudé. Bon, c'est une autre époque, hein. C'est les camions berliers très lourds, maniabilité quasi zéro, des transports qui ressemblent à des aventures de Jack London. Il fallait être fou à l'époque pour monter. On le disait, le grand-père, c'est en 1933. Il crée une société de quoi? Il transporte quoi comme matériaux ici? Il transportait un peu de tout, mais on a toujours été marqué avec l'industrie. Jusque début des années 2000, on travaillait essentiellement pour le monde de la papeterie, parce que la région était très riche dans ce domaine, avec Mathieu Serré-Forêt, Arjo-Higgins. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler pour la dernière papeterie qui résiste, Papeterie de Visil, qui appartient au groupe Vicat, qui est un de nos partenaires. Mais oui, c'était... Donc c'était ça le job du grand-père, c'était prendre le camion, le remplir de rouleaux de papier? Alors il a démarré bien évidemment avec un camion, puis après donc vraiment tout seul? J'achète mon camion et je me... Et tu te lances comme ça. Bon, mon grand-père était de 1906, donc je pense qu'à l'époque il a décelé un filon et il s'est lancé là-dedans. Ensuite mon père a repris en 72. Et moi-même, j'ai repris en 2008. T'étais un peu passionné de camion quand t'étais gamin ou... Franchement, Parce que tu dis que tu voulais être PDG, mais c'était quoi? C'était l'environnement du camion qui t'intéressait? Non, c'était l'environnement de l'entreprise. De suivre mon père lors des rendez-vous clients, les rendez-vous fournisseurs, les déjeuners. À l'époque, il y avait énormément de décisions qui se prenaient... De bonne table le midi, c'est ça? Autour de bonnes tables. Donc ça, tu l'as vu alors? C'est pas une légende, tu l'as vu vraiment, la bonne table dans laquelle on signe un contrat? Je l'ai vu, je l'ai vécu. Moi-même, je dis que je fais du business à l'ancienne. J'ai des clients de grands groupes internationaux. Avant de signer des contrats, le démarrage, c'était une bonne table? Non, une bonne poignée de main.
Et c'était suffisant. Et quelques années après, finalement, on s'est dit, mais au fait, on n'a toujours pas signé le contrat. Ouais, mais ça marche plus aujourd'hui, la bonne poignée de main. Bah, écoute, ça fonctionne encore. On a ce cliché de tout est formalisé. Donc, bien évidemment qu'il en faut, pardon. Mais moi, aujourd'hui, je suis le seul commercial du groupe. Ouais. Je pensais que ça allait avoir ses limites, et bien au contraire. Quelques grands dirigeants, quand ils sont un peu dans la panade, 21h, problème d'approvisionnement sur ligne, de montage ou de fabrication, ils appellent SQD. Pardon, je te coupe, t'es le seul commercial? Ouais. Attends, mais toi, t'es le seul à bord à gérer le commerce? Alors, officiellement, oui. Ouais. Mais on n'a pas réellement d'équipe commerciale, puisque, comme je dis à mes collaborateurs, vous faites du commerce au quotidien avec la satisfaction client. Mais officiellement, je suis le seul commercial du groupe. Tu as créé la boîte quand, toi? J'ai repris le 1er décembre 2008. 2008, et donc là, tu tombes pile poil dans la crise des subprimes. Dans la crise qu'il fallait bien. Et là, tu te dis encore, ouais, je veux être PDG. Tu revois encore Alex, gamin, qui accompagne son père dans les déj et qui dit, oui, je vais continuer malgré tout, je veux être PDG. Alors, pour être franc, j'étais dans le groupe, puisque j'ai commencé en bas de l'échelle. Mon père m'a demandé d'aller faire mes armes chez des amis à lui, industriels. Puis ensuite, je suis rentré comme cariste. Donc un cariste, c'est quelqu'un qui décharge et qui charge des camions. C'est un boulot extrêmement difficile. Le métier de cariste, c'est des métiers vraiment très essentiels dans tes métiers de transport et de logistique, mais terrible. Oui, et comme je le dis à mes équipes, c'est pas parce qu'ils sont, comme ils peuvent se considérer en bas de l'échelon, ça part quand même de leur qualité de service, l'image qui est donnée du groupe à nos clients, que ce soit des grands groupes internationaux ou des petites PME, parce que nous, on a vraiment un panel de clients qui est extrêmement élargi. Mais c'est pour ça que je te disais, on n'a pas non plus la nécessité d'avoir des équipes commerciales sur le terrain ou sur la route. Alors, se structurer, moi, je me suis baladé un peu sur ton profil LinkedIn. Ouais. J'ai adoré grand écart. Hein. C'est-à-dire qu'on a la fonction non pas de PDG, mais à l'américaine de CEO. C'est comme ça que ton poste est décrit dans ton profil LinkedIn. Bah, alors, du coup, je scrolle un peu, je regarde la formation, je me dis, quelle est la formation d'Alexandre pour gérer une telle boîte? Et je vois formation de la vie. Alors, formation de la vie, parce que c'est... T'as pas fait d'autres études? C'est un ami à moi qui m'a créé le profil LinkedIn il y a quelques années. Donc, je pense que c'est lui qui a mis le thème CEO. Ensuite, je pense qu'il a dû me demander comment je te décris l'école de la vie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme je te le disais, j'ai arrêté l'école à 15 ans. J'ai pas le brevet. Bien évidemment, j'ai pas le bac, j'ai aucun diplôme. Et j'ai eu la chance, comme me le disait mon père, mais j'étais trop jeune pour le comprendre à cet âge-là, d'être payé pour apprendre. Donc chaque année, à date anniversaire de mon contrat de travail, de mémoire c'était le 2 ou le 3 septembre de chaque année, je devais m'asseoir en face de mon père et renégocier mon contrat de travail, à la fois sur la fonction et la rémunération. Bon, les 2 premières années, je me suis fait un peu avoir, mais t'as mal négocié. J'ai très mal négocié, mais ça m'a permis d'apprendre. Et puis, après, comme je te l'ai dit, j'ai fait cariste, après je suis devenu chef de quai, après je suis devenu responsable logistique. Ouais, ça n'a pas été un cadeau la boîte, c'est pas parce que c'était la boîte familiale du grand-père que pour autant on allait te confier les clés comme ça du jour au lendemain. Pour être complètement franc et transparent, j'avais annoncé à mon père que je quittais le groupe, puisque j'avais des projets à l'étranger. Parce que travailler en famille, c'est très dur. C'est très compliqué, que ce soit avec son père ou j'imagine avec d'autres membres de la famille. Vous voyez des conflits chez vous dans le Non, quotidien? Mais en fait, quand tu es jeune, tu penses tout savoir, tout connaître, tu veux être calife à la place du calife, mais tu n'es pas du tout calibré pour. Et quand moi j'ai appris le décès de mon père, j'étais à l'étranger. La veille, je devais signer justement chez on va dire le notaire, le rachat de murs et la création de la société. Et finalement, j'ai expliqué que j'étais de retour le lendemain en France, que je voulais absolument montrer les éléments à mon père le lundi matin et renvoyer les éléments signés. À l'époque, on n'avait pas le DocuSign. Donc je lui avais dit que je passerais par UPS ou DHL, peu importe. Et hasard ou destin, mais je crois plus au destin, j'ai bien fait de ne pas signer, puisque dès le lendemain, je me suis vu propulsé à la tête du groupe, où on avait des filiales en Lituanie, en France et en Espagne. Et comme je te le disais, on avait 200 collaborateurs, donc on est descendu très vite à
à 8 collaborateurs en 18 mois avec la procédure de plan de sauvegarde. Et puis maintenant, on est à une petite centaine. Tu es héritier d'un nom de famille qui compte dans notre région, dans tous les métiers de logistique et de transport. Tu en as déjà eu marre de ce nom? Tu t'es déjà dit, c'est bon, j'en ai marre d'être soit obligé, soit reconnu à cause de et pas par mon propre talent. En plus, pour quelqu'un comme toi qui s'est formé tout seul, qui n'a pas fait d'autres études, et à un moment donné, tu t'es senti un petit peu mal à l'aise avec tout ça? Alors franchement, arrivé à une certaine maturité, j'ai jamais fait trop attention à ça. J'étais bien pris. J'avais vraiment la tête dans le guidon. Après, Grenoble, c'est vrai que c'est un village. Tout le monde se connaît. Ah ouais. Tu peux avoir les partisans du bon, les partisans du moins bon. J'imagine que j'ai eu l'étiquette, effectivement, du fils à papa, né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais t'as déjà fait ressentir ça? Des clients t'ont déjà fait ressentir? Non, franchement... ou des collaborateurs qui étaient là bien avant toi? Non, sincèrement, non. Et puis, on était vraiment dans une période très compliquée. On a réussi à sauver ce qu'on a pu sauver, repartir sur une nouvelle dynamique. On a vraiment la chance d'avoir plus que des clients, voire même des fournisseurs. On a vraiment des partenaires sur ces deux axes. Et aujourd'hui, sincèrement, on s'est sauvé. Je me suis fait, alors je vais dire tout seul, mais grâce à mes collaborateurs, grâce à ma femme qui m'entoure depuis quelques années maintenant. Et puis, j'ai mis vraiment un point d'honneur à bien m'entourer. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'à l'époque, mon père avait ce défaut de pas vraiment bien s'entourer. C'est-à-dire ? Chacun s'entoure et chacun fait ses choix, mais ayant été dans le groupe, j'ai vu comment mon père manageait ses équipes et comment il s'entourait. Et moi, je suis plutôt dans le dialogue, l'échange. Et même si j'ai une remarque négative, je le prends plutôt comme une remarque constructive. Et c'était une autre époque. Et mon père, je pense, avait un peu de mal avec ça. Moi, je suis vraiment dans le partage avec mes équipes. Parce qu'encore une fois, je ne peux pas être de partout. Donc, je suis au courant de beaucoup de choses. Si demain, il faut donner un coup de main sur un chariot, même si je ne l'ai pas fait depuis quelques années, je pense que c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Mais en tout cas, j'ai besoin de partager et pour prendre la bonne décision. Comme la mauvaise, d'ailleurs. Mais je considère le dirigeant, si tu veux, un peu comme le sélectionneur ou l'entraîneur de foot, de rugby. Si tu gagnes, c'est grâce à tes équipes. Si tu perds, tu t'en prends qu'à toi, puisque c'est toi qui décides. Bon, c'est une boîte qui va bientôt fêter ses 100 ans. Oh, on a encore un peu de marge, mais... Mais on s'y approche. J'imagine que c'est un gros objectif pour toi. Il y a une pression derrière? Non, alors franchement... C'est vrai? Jamais tu te poses chez toi à la maison avec ta compagne en disant « c'est quand même le grand-père qui a créé ça en 1933 et il faut assurer, il faut passer les crises. » Alors, je dis toujours à ma compagne, mes amis ou mes collaborateurs, j'ai une phobie, c'est le stress. Même si indirectement, forcément, je stresse. D'ailleurs, je suis bientôt en décapotable quand tu vois ma coupe de cheveux, mais comment dire, c'est pas une contrainte, c'est pas un objectif, et je pense que quelques mois avant, je me pencherai sur le sujet, mais pour le moment, c'est ni un objectif, mais oui, ça serait un bel anniversaire. Je sais que les métiers de la logistique, c'est pas simple, recruter des collaborateurs dans les métiers de la logistique, ça fait partie de ces métiers parfois un peu difficiles physiquement, et voire même on les qualifie de petits boulots. Comment tu, à ton niveau, tu essaies de faire évoluer un peu tout ça? On a aussi, je pense, une image qui est véhiculée de la part de nos collaborateurs qui est bonne. On a initié il y a quelques années ce qu'on appelle une prime de parrainage. Et ça nous est déjà arrivé sur quelques exemples où le parrain disait au candidat « Non, mais en fait, tu n'as pas compris l'ADN de la boîte. Donc, mets un terme à ta période d'essai parce que nous, on dira à la direction de ne pas valider ton CV ou ton profil. » Après, métier pénible, je pense que dans tous les métiers, tu as de la pénibilité. Mais... en tout cas, on n'est pas à plaindre, sincèrement. Tu m'as l'air hyper franc
Là, on discute, mais voilà, nous, on a construit la société. En tout cas, moi, j'essaye d'insuffler une idée de donner la chance à tous, quel que soit le parcours scolaire. Et ça, forcément, c'est lié à ton propre, j'imagine, à ton propre parcours. Oui, j'imagine aussi. Ça y joue énormément. Tu dirais, là, si demain, là, j'invitais un de tes collaborateurs, tu penses qu'il aurait j'aurais le même son de cloche? Alors déjà, j'espère, mais ouais, je pense pas me tromper. Hein. Alors, Chiche, on serre la main, Chiche, je l'invite? Avec plaisir. Allez, Chiche, on l'invitera alors. Avec plaisir. On invitera un cariste, tiens, pourquoi pas? Si tu veux. Parce que là, tu as démarré, cariste. Ouais, Allez, chiche, on fera ça. Et puis, tu es un garçon qui m'a l'air bien pris. Là, aujourd'hui, on est dans une cave, on est chez Mican. C'est quoi ton Une petit institution? Ah oui, on est plus qu'une cave, c'est une institution. C'est quoi ton refuge à toi? T'as un endroit sur Grenoble où tu... Alors sur Grenoble, non. Mais alors, c'est étonnant pour quelqu'un qui me vend Grenoble en préambule, qui me dit mais il faut absolument croire en notre région et c'est formidable. Alors je disais, il faut croire en notre région, mais comme je disais aussi, il faut croire comment dirais-je, à nos capacités individuelles, mais aussi collectives. Et moi, mon lieu où je m'évade le plus, c'est dans mon territoire de chasse en Alsace, puisque j'ai hérité aussi d'une chasse en Alsace, parce que l'Alsace n'est ni français ni allemand. Il y a aussi ce qui s'appelle le droit commun. Donc j'ai un territoire de chasse qui a été créé en 87 par mon père, par on va dire les 5 plus gros transporteurs français que je peux nommer, puisque j'ai un de mes amis qui est aussi la 3e génération, Pierre-Henri d'Entresangles. Donc mon père avait créé ce territoire avec Norbert d'Entresangles, avec Michel Giraud, avec Patrick Aubry. Donc c'était vraiment les plus gros transporteurs français. Et quand mon père est décédé, j'étais obligé de reprendre les baux en cours. Et donc c'est vraiment un lieu où je me ressource. Et c'est alors c'est pas ma forêt puisque je suis simple locataire, mais c'est vraiment le lieu où je me ressource. La chasse. La chasse ou la forêt? La forêt, la chasse, c'est un élément complémentaire, mais je peux aller quelques jours en forêt tout seul. Dans des entrepôts, ça fait du bien? Oui, alors les entrepôts, le téléphone, les mails. Ouais, voilà, c'est la nature. On se retrouvera là-bas alors, à l'occasion. Et puis il y a de belles maisons viticoles également, puisqu'on a la chance d'être sur la route des vins. Merci. Alors je dis comment? Je finis par Alexandre, René Alexandre. Comme tu le sens. Merci Alex. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt, merci.